Alors, il est intéressant si on regarde à distance, hein, à plusieurs égards. D'abord, tu as tout à fait raison, c'est la première amende forfaitaire pour une contravention de la cinquième classe. Alors, pourtant, c'était possible depuis 2011, depuis la loi du 13 décembre 2011, qui avait supprimé la réserve des quatre premières classes, mais on n'avait créé aucune contravention jusqu'à présent. On n'avait même pas créé on n'avait pas prévu le montant. Donc là, on prévoit le montant pour cette contravention. D'ailleurs, ce n'est pas tout à fait logique. Hein. 200 euros, c'est étrange, ça aurait dû être sans doute 300, parce que c'est 75, 150, bon, une forme de progressivité qu'on perd. Mais au-delà de cette observation, pour moi, il y a deux difficultés principales sur cette incrimination. Une difficulté technique qui vient d'être réglée, puisque pour constater la réitération, on ne peut pas parler de récidive pour les contraventions de la cinquième classe, donc on parle de réitération, il fallait pouvoir vérifier si la personne avait déjà été verbalisée. Pour garder une trace de tout cela, on a décidé d'utiliser le fichier ADOC. Alors, ça semble tout à fait bien trouvé, mais c'est un acronyme ADOC, hein, ça n'a rien à voir avec le fait que ce serait le fichier pour cela. Au contraire, d'ailleurs, c'est accès au dossier des contraventions, le bien nommé. C'est un fichier créé en 2004 qui était applicable, et c'est le problème justement, aux infractions routières, puisqu'on visait notamment l'enregistrement et la conservation des données recueillies par l'agent verbalisateur à l'occasion de la constatation des contraventions et délits relatifs à la circulation routière. Or, et justement, ce n'était pas le fichier ad hoc, s'agissant de la violation du confinement, il ne s'agit pas d'infraction routière, ce que certains ont très justement remarqué pour faire sanctionner le détournement du fichier et obtenir la relaxe en cas de poursuite pour la contravention de la cinquième classe, qui suppose déjà une réitération, ou pour le délit, a fortiori. En revanche, pour la contravention de la quatrième classe, il n'y a pas de difficulté, on n'a pas besoin du fichier pour le faire. Et je vous le disais, la difficulté technique a été réglée par un arrêté du 14 avril 2020, publié au journal officiel de ce matin, on est au top de l'actualité juridique Charles-Marc, qui vient simplement réécrire l'arrêté de 2004. Il supprime la référence aux contraventions et délits routiers. On vise maintenant seulement les infractions faisant l'objet d'une procédure d'amende forfaitaire. Donc, on pourra désormais consulter ce fichier, mais la question va se poser tout de même des procédures et des amendes forfaitaires qui ont été dressées avant le 16 avril, toutes celles qui reposent et reposaient sur une réitération caractérisée au moyen d'un détournement de la finalité du fichier. Donc, tu devines que j'aimerais avoir ton point de vue sur ce point, mais je vais évoquer avant cela la seconde difficulté. La seconde difficulté est plus fondamentale pour moi, puisqu'il s'agit de la question de la proportionnalité de cette infraction, la proportionnalité du délit. Et c'est une question qui, justement, a animé les débats dans le Parlement. Le projet de loi tel qu'il a été présenté ne prévoyait qu'une amende, qu'une contravention de la cinquième classe, sans ce mécanisme de réitération. Le Sénat avait un peu botté en touche en renvoyant au décret qui allait choisir quelle allait être la nature de la contravention. Mais en tout cas, ça ne pouvait pas être un délit. Et c'est devant l'Assemblée nationale, sans doute alertée par la difficulté, que le mécanisme d'aggravation si particulier que tu présentais est introduit, sur amendement d'ailleurs du gouvernement, avec des débats autour justement de la proportionnalité de ce délit. La question est la suivante. On enseigne souvent qu'une contravention sanctionne la plupart du temps ce qui relève de l'incivilité, ce qui est particulièrement vrai ici d'ailleurs. Le non-respect du confinement, c'est plutôt un comportement incivil. Et on peut alors se demander si la réitération d'une incivilité est suffisamment grave pour justifier une peine d'emprisonnement. Est-ce qu'il est concevable que la réitération d'une contravention puisse la transformer en délit? Alors, si on laisse le code pénal, la notion de réitération du code pénal, quand on cherche dans les autres codes et les autres textes, la notion de réitération est en général utilisée comme un synonyme de récidive pour doubler l'amende encourue, là où justement le mécanisme de la récidive ne s'applique pas, c'est le cas pour les amendes administratives, on parle de réitération. Et là, c'est différent, alors que le renouvellement d'infraction ne conduit pas à doubler l'amende, il conduit à appliquer une autre infraction, à savoir un délit. Donc, c'est étrange. Mais ça n'est pas le premier cas. Il existe un autre exemple d'une telle aggravation de la contravention vers le délit en cas de réitération, en l'occurrence la réitération de la fraude en matière de transport public, le fait de ne pas payer son ticket SNCF, RATP ou autre, et le fait d'être verbalisé à 5 reprises en une année, transforme cette infraction en un délit. C'est un délit puni de 6 mois d'emprisonnement. C'est l'article L2242-6 du Code des transports. Donc, on peut se dire, s'il existe déjà un exemple, ce mécanisme si particulier serait donc d'aggravation, serait donc en soi admis. On peut quand même se poser la question de savoir s'il n'y a pas un risque d'inconstitutionnalité, une méconnaissance du principe de proportionnalité. Et c'est ici, pour moi, le deuxième principe malmené par ce droit pénal du danger, en l'occurrence le principe de proportionnalité. Alors, on sait
que 2 QPC ont été transmises à la Cour de cassation, mais j'ose le dire, elles sont assez mal rédigées. Peut-être les juristes ne se prononceront sans doute pas, mais elles disent le principe de l'égalité et non proportionnalité. Elles disent aussi le principe de présomption d'innocence. Bref, il faudra voir comment la Cour de cassation l'apprécie. Bien reformulée, la question pourrait se poser, mais peut-être qu'elle ne se posera pas, justement à cause de cet article L2242-6 du Code des transports, puisque la Cour de cassation avait déjà été saisie d'une QPC sur ce texte. Et sur le principe de proportionnalité, elle n'avait vu aucune difficulté. Elle avait d'ailleurs refusé de renvoyer la question. C'est une décision du 24 novembre 2015. Alors, le raisonnement pourrait bien sûr être différent. Ce qu'a dit la Cour en 2015 sur un texte pourrait être différent sur celui-là. Et surtout, elle pourrait aussi tenir de la nature des faits qui sont différents encore ici. Et j'avoue évidemment qu'on va suivre tout cela avec attention. Reste tout de même qu'au-delà de la constitutionnalité, la proportionnalité est aussi un principe qui doit guider le juge dans le choix de la peine. Et donc, sur ce point, je te passe la parole, Olivier, savoir est-ce que tu trouves, toi, en tant que juge, cette peine adaptée par rapport à ce type d'infraction et comment tu apprécies cela par rapport à ces principes qui me semblent, moi, malmenés. Alors, sur le terrain de la proportionnalité, il y a tout de même cette accumulation des comportements de violation qui peut-être justifier qu'on bascule de la contravention au délit, sachant qu'on n'est pas au plancher des délits, on est au plancher pour la peine d'amende, on n'est pas au plancher sur la peine privative de liberté, mais on sait que si on a prévu 6 mois, c'est précisément pour permettre le recours à la comparution immédiate. Donc c'est vrai qu'à cet égard, on pourrait considérer que ça peut paraître être plutôt une instrumentalisation du quantum de la peine dans un objectif essentiellement de neutralisation de la personne dans l'immédiat, et ce qui ne correspond pas forcément à la gravité de l'infraction commise. Sur le terrain de la proportionnalité, oui, éventuellement, enfin, est-ce qu'on verrait vraiment le Conseil constitutionnel censurer ce type de disposition? J'en suis franchement pas certain. On peut l'envisager, et on l'a vu en matière d'infraction, évidemment, liée à l'anticipation de l'action en matière terroriste. Mais là, bon, j'émets un doute sur l'éventualité d'une censure. Et puis bon, effectivement, tu évoquais les 2 QPC. Ces 2 QPC, elles sont absolument mal ficelées. D'ailleurs, c'est assez étonnant qu'elles aient été transmises. Il y a d'autres tribunaux qui les ont écartées. Là, c'est Bobigny, je crois, et Poitiers. Et Poitiers. Je veux pas dire Poitiers, qui les ont transmises. Bon, sur la légalité, j'imagine que l'argumentation, parce qu'on n'a que la question, en fait, on n'a pas le mémoire. L'argumentation doit être le fait qu'on renvoie finalement au pouvoir réglementaire à la définition d'un délit, ce qui évidemment est complètement voué à l'échec au regard de la jurisprudence traditionnelle à la fois de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel. Après, sur le terrain de la présomption d'innocence, moi, je sais pas, j'ai pas vu le mémoire, mais c'est quand même assez intéressant parce qu'il y a quand même, avec ce délit, quelque chose d'assez impraticable. Si quelqu'un se défend convenablement, on va le déférer devant le tribunal correctionnel. Il va dire, mais attendez, moi, j'ai contesté les verbalisations. Et que fera alors naturellement le juge? En tout cas, moi, ce serait mon réflexe. Pour respecter les droits de la défense, je sursois à statuer. Et j'attends la décision du tribunal de police sur les précédentes verbalisations. Enfin, on verrait mal un tribunal correctionnel statuer alors même qu'on établit qu'on a formé un recours, qu'on a formé opposition. Et puis même, on est dans une situation assez invraisemblable parce qu'aujourd'hui, on est dans le confinement. L'amende, elle est notifiée comment? Elle est notifiée par courrier. On sait que les services ne marchent pas. Donc, on ne peut même pas exercer le recours. Donc, on va se retrouver devant le tribunal correctionnel. Le prévenu va se retrouver devant le tribunal correctionnel avec finalement effectivement des copies des procès-verbaux dont il aura finalement peut-être pas eu une connaissance bien précise, et il va se retrouver à encourir 6 mois d'emprisonnement et 3 750 € d'amende. C'est assez étrange. Et je pense que l'argument qui consisterait à dire je conteste mènerait forcément le juge correctionnel à surseoir à statuer, et sur ce sursis à statuer, il nous amènera après la période de confinement, lorsque le délit n'existera plus. Est-ce que
pour rebondir là-dessus, c'est l'essentiel de l'argumentaire qui a notamment été développé par mon frère Raphaël Kemp. Et si ça vous intéresse, je peux vous transmettre ses écritures. C'est l'absence de recours utile et efficace de ces verbalisations dans le cadre des poursuites qui sont ensuite introduites dans le tribunal correctionnel. Quid de celui qui n'a effectivement pas été en mesure de recevoir le courrier de la contestée, quid également de celui dont la deuxième verbalisation intervient dans un délai très court, enfin plus exactement les poursuites interviennent dans un délai très court par rapport à la deuxième verbalisation, lui non plus, les délais de 45 jours qui essaient de contester au tribunal officiel du ministère public, cette verbalisation n'est pas expirée, il lui reste la possibilité d'exercer un recours. Sursoir à statuer, soit, mais ça veut donc dire sursoir à statuer sur la quasi-totalité des poursuites en période de confinement pour des faits de violation réitérée du confinement. Sauf erreur de ma part. Oui, enfin, moi, ça me semble la solution la plus sage si effectivement le prévenu conteste les verbalisations précédentes, parce qu'on peut très bien imaginer un gendarme ou un policier qui verbalise au motif qu'il estime que la raison de la sortie n'est pas légitime, alors qu'en réalité, elle l'est parfaitement. Et le tribunal de police, derrière, pourrait dire la verbalisation ne tient pas et basta. Donc, le réflexe du sursis à statuer, pour moi, il me semble assez logique. Et la difficulté, c'est qu'évidemment, après, l'affaire va être rappelée à un moment où le délit n'existera plus. Et il me semble qu'il y a un principe qui s'appelle la rétroactivité in missus, qui veut que lorsque le délit n'existe plus, on ne peut plus le sanctionner. Alors évidemment, sous réserve de l'évolution jurisprudentielle, c'est pas une évolution jurisprudentielle, mais la position de la Cour de cassation qui a dit que lorsque on a un fondement réglementaire qui disparaît, mais que l'incrimination légale, elle, demeure, la rétroactivité in missus ne joue pas, ce qui a d'ailleurs été soutenu ensuite par le Conseil constitutionnel. Mais il n'en demeure pas moins qu'on a un autre principe, c'est 112-4, qui veut que lorsque un comportement ne constitue plus une infraction, on ne peut plus exécuter la peine. Donc, je pense qu'en termes de... Voilà, ce texte, il est impraticable, en fait. Sauf à ne pas être contesté. Alors, je crois que le législateur... Oui, sauf à ne pas être contesté, oui, c'est sûr. est content de cela, parce que c'est quand même la première fois qu'on vise comme critère de réitération la seule verbalisation. Ça aurait pu être le paiement d'amende forfaitaire, sauf que dans cette hypothèse-là, le temps du confinement ne permet pas d'avoir ces trois paiements. C'était beaucoup trop long. Et donc, c'est la seule verbalisation, ce qui pose effectivement la question de savoir, et elle va se poser au juge, est-ce qu'une verbalisation contestée fait disparaître la verbalisation ? Il y a une vraie question sur ce point. Alors, voilà, c'est pour ça que c'est précieux d'avoir ton point de vue. Et puis, malheureusement, je pense que les avocats qui nous écoutent, qui sont présents, le savent bien, mais dans l'exercice actuel des droits de la défense, avec des comparutions immédiates qui peuvent parfois se tenir sans avocat, ça dépend des pratiques des juridictions, certains en voient, d'autres non. Le prévenu lambda, si j'ose dire, lui, ne va pas penser à utiliser ce moyen de défense et on risque d'avoir des condamnations, pas nécessairement de mauvaise foi, mais en application du texte, en disant vous avez été verbalisé 3 fois, oui, c'est vrai, bon, très bien, le délit est donc constitué, il y a une vraie question là. Et c'est d'ores et déjà le cas, et ça l'est d'autant plus quand les bâtonniers suspendent les désignations d'avocats, quand nous ne pouvons pas intervenir au cours de la garde de vue, quand nous intervenons au palais de justice dans des conditions très particulières, l'exercice de droit de la défense est, en période de confinement, particulièrement difficile. Oui, c'est certain, malheureusement, c'est ce qu'on évoquait au tout début de l'émission, hein. C'est le fait que la période de confinement mène à des situations assez ubuesques où on juge des personnes en comparution immédiate sans qu'ils puissent bénéficier de ce droit essentiel qui est l'assistance d'un avocat en comparution immédiate. Hein, c'est pas un droit, c'est une obligation. En tout cas pour le jour de la comparution immédiate, pas pour le renvoi, mais bon. C'est certain. Là, on est dans un cercle vicieux, malheureusement. Malgré ce délit, à mon sens, il est parfaitement impraticable, mais c'est certain que si le prévenu n'a pas les moyens de se défendre, malheureusement, il risque de se retrouver sanctionné.